J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec mon invité jusqu'à 16h30. Acteur, scénariste, auteur, animateur de radio français, acolyte des Nuls, auteur historique des Guignols et de la série H, mais pas seulement. Vous l'avez vu dans le célèbre rôle de Sylvain dans Caméra Café sur M6. Aujourd'hui, Alexandre Pell est à retrouver dans la célèbre pièce d'Eugène Labiche, Le plus heureux des trois au Théâtre Edgar. Un échange bien sûr suivi de mon coup de cœur à 16h05, Tom Poisson. Et bien sûr, l'occasion de découvrir nos invités en direct sur Radio J, sur nos plateformes streaming sur radioj.fr et sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Alexandre Pell. Bonjour Sarah. Merci beaucoup d'être mon invité. Cyrielle, Sarah, les deux marchent très bien, mais une préférence pour Cyrielle, mais okay, vraiment ce sera Cyrielle pour moi. Okay. J'aime bien vous appeler par votre deuxième prénom. Écoutez, je vous avoue que parfois il prédomine. On m'a dit qu'il semblait psychologiquement beaucoup plus fort et en général, quand il y a deux prénoms, on retient celui qu'on préfère. Donc ça m'est égal. Ne vous inquiétez pas. On va découvrir votre actualité dans cette émission, mais aussi on va tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Si on peut. C'est déjà difficile pour moi. Alors, pour et vous, je là, sais peut-être qu'on aura des surprises. Alors, je vais vous demander pour démarrer cette émission 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels? Pour me décrire, l'humour par-dessus tout, la vie, manger, l'amour. La vie, manger, l'amour. Et si je peux me permettre, parce que vous me l'avez glissé tout à l'heure et peut-être que c'est un petit peu moins général, il y a le mot maladroit. Ah oui, moi j'ai un côté Pierre Richard. Je pense que je ne crois pas à la réincarnation, mais je pense que je suis la réincarnation de Pierre Richard de son vivant, c'est évident. Oui, je suis très tête en l'air. Bon, vous avez un verre d'eau en face de vous, vous l'avez écarté, laissons-le où il est. Exactement, c'est parce que je me méfie moi-même de mon propre corps. Je suis en lutte avec moi-même en fait. Allez, on va voir si ça colle avec vous dans cette émission. Et alors le début, toujours le début. Alexandre Pell, vous êtes né en 63 à Paris, je crois savoir. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu, surtout dans quel cadre vous avez évolué? Alors, c'est une enfance qui est compliquée parce que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de nous. Donc j'ai été élevé par mes grands-parents, famille nombreuse, russe, orthodoxe, fuyant la révolution de 1917. Donc c'était compliqué parce que je dormais avec ma sœur jumelle, car j'ai une sœur jumelle. Et nous dormions dans la chambre de ma grand-mère, car mon grand-père et ma grand-mère faisaient chambre à part. Et c'était donc on parlait en russe. Donc c'était incroyable, et moi je comprenais le russe, et on a été élevés pendant quelques années, et c'était très compliqué de pas pouvoir voir ses parents le week-end quand ils décidaient de venir nous voir et qu'ils pouvaient pas parce que à l'époque les voitures ne marchaient pas complètement et qu'ils se retrouvaient et qu'ils étaient soit en déplacement. Donc ça a été une enfance qui a pas été l'enfance la plus heureuse, mais pas la plus malheureuse non plus. Comme tous les gamins, on espère qu'une chose, on pourrait vivre sous les ponts de Paris avec ses enfants, avec ses parents, parce que nous sommes des enfants, et ce qui est vrai pour moi est vrai aujourd'hui pour moi encore. Mais c'était compliqué, et j'attendais qu'une chose, c'est d'être plus grand et d'être adulte. Est-ce que tout de même la vie avec vos grands-parents vous a apporté j'imagine bien sûr beaucoup de souvenirs, mais des valeurs précises, des instants qui vous ont marqué positivement? Ah oui, bien sûr, parce que déjà il y avait une double culture. Alors il faut savoir que mon père est pied noir, donc il vivait sous le protectorat au Maroc. Donc je dirais même une triple culture. Chrétienne? Chrétienne, absolument chrétienne. Chrétienne, je dirais légèrement, puisque j'ai fait ma communion privée, je ne suis pas allé à la solennelle. Quand j'ai dit à ma mère que j'avais du mal à comprendre que je faisais des bêtises toute la semaine et que le dimanche il fallait que j'aille à la messe et qu'on expiait mes péchés, à un moment je me suis dit je comprends pas vraiment le truc, et elle m'a dit est-ce que tu y crois? J'ai dit non, je n'y crois pas. Elle m'a dit alors on va s'arrêter là. Donc voilà, et je retiens que du positif, je retiens
façon, moi j'ai une sœur jumelle, donc je suis dans le collectif. J'aime être avec les gens, voilà, je suis une bonne courroie de transmission et je peux aussi faire la rustine et la voiture balai et le chien dominant s'il y a besoin de le faire. Et donc voilà, et à côté de ça, c'est la joie, l'entraide, le fait qu'il n'y ait pas tout le temps à manger, mais qu'on faisait attention à ce que tout le monde mange. Ça, c'était le grand truc de mes grands-parents qui avaient quitté la Révolution de 17, donc qui n'avaient pas mangé à leur faim. Donc voilà, donc c'est tout ça et donc je garde quelque chose d'extrêmement vivant, d'extrêmement joyeux, d'extrêmement aussi avec des colères, avec des engueulades, mais tout était mis sous la table. Il n'y avait rien qui était sous le tapis. Ce qui vous a certainement donné un imaginaire ou une envie d'évasion pour devenir, je ne sais pas, à ce moment-là, je pense que c'était peut-être pas encore né, mais est-ce qu'il y a un petit héros qui se développe? Il y a un petit... surtout, c'est pas ça, c'est que à l'âge de 15 ans, je savais que je voulais devenir scénariste. En fait, je suis pote d'enfance avec Dominique Farrugia. On s'est rencontrés au square Saint-Georges, dans le 9e arrondissement. Et nous, on disait des conneries pour nos copains. Donc voilà, c'est ce qui a fait que à 15 ans, voilà, je voulais déjà être scénariste. Déjà, je voulais raconter des histoires. Et vous faites des études pour ce faire ou alors vous faites des choses générales? Pas du tout, puisque je suis tellement déconneur et tellement casse-couille, pour parler français, que je me fais virer, que je fais un CAP de comptable et un BEP d'agent administratif. Incroyable. Que là, les gens, mes professeurs sont les premiers à m'encourager en me disant « mais qu'est-ce qu'il fout là ?» Et comme ils ont énormément d'affection pour moi et que je travaille très bien, ils me disent « tu vas faire un truc, c'est que tu vas te défoncer la paillasse, on va t'aider. » Et tu vas récupérer un bac G, donc j'ai un bac comptable, donc je suis connu pour être comptable et l'un des comptables les plus célèbres de France à travers Caméra Café, et j'ai fait des études de comptabilité qui me sont passées, mais pas au-dessus de la tête, au-dessus du camion, voire de la Tour Eiffel, c'est ainsi. Et après j'ai fait un IUT de communication, et voilà, et c'est là où je me suis éclaté parce que ma mère travaillait dans la pub et que je voulais, à travers la création et être créatif à travers la publicité, arriver à écrire des scénarios ou à en réaliser comme Jean-Jacques Hano et comme Étienne Châtillès, comme plein de gens qui ont fait de la pub, et ça a été juste un tremplin pour faire ce qu'ils avaient envie de faire plus tard. J'adore cette histoire, Alexandre Pell, parce que tout ça, je ne le savais pas. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent, nos auditeurs en tout cas, le savaient, mais en tout cas, je trouve que ce fil est assez fou. La manière de le comprendre aussi, parce que je visualise que vous êtes complètement autodidacte dans ce que vous êtes devenu finalement. Absolument, tout à fait. Mais ça, c'est mes parents qui m'ont toujours dit « tu fais, mais tu le fais au mieux et nous t'aiderons ». Donc voilà, moi j'étais un piètre musicien avec Farrugia, avec Dominique et Thomas Fersen et Gilles Paulet. Je faisais de la basse dans un groupe qui s'appelait Casablanca. Je jouais pas très bien, mais tout le monde m'encourageait parce que j'écrivais déjà les paroles et que j'étais sympa. Voilà, donc c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le métier de musicien. Mais ça reste un métier qu'on peut considérer artistique. Complètement, mais je pense que Dominique et moi, on avait une fibre artistique, voilà, je dirais pas innée parce que ça ne veut rien dire, mais au moins on l'a développé. Alors justement, à 25 ans, vous allez faire vos débuts sur la chaîne de télé Canal+ avec l'équipe des nuls. 24, pardon, je suis vilaine, pardon. Oui. Donc du coup, ça se tisse tout à fait parce que voilà, Dominique Farrugia, j'imagine que c'est peut-être lui qui vous amène dans cette aventure. Absolument. Ou ça se fait par hasard? Absolument, c'est Dominique qui m'amène dans cette aventure. Il me fait rencontrer Alain Chabat et puis Alain Chabat veut prendre un pastis, donc il va prendre un Ricard. Je dis je vais prendre un Casanis. Il me dit c'est quoi? Le Casanis, je lui dis c'est mieux, c'est plus doux. Il fait bon, je vais prendre un Casanis alors. Et ni perroquet ni mauresque? Exactement, rien du tout. On est sobre. Et puis à un moment, je lui dévoile que je suis un fan d'Aerosmith et il me dit moi aussi, et ils m'ont engagé. Voilà. Et des fois, c'est aussi simple que ça. Exactement. Mais après, bon, effectivement, après, j'ai fait mes preuves et mes gammes. Donc voilà. Mais c'est pas simplement... ça, c'est la belle histoire, mais ce qui est vrai aussi, c'est que Dominique, il m'a présenté Alain parce qu'il me sentait capable de le faire et d'être suffisamment bosseur pour pouvoir le faire.
Et vous allez y rester plus de 6 ans. Absolument. Il va y avoir Nulle part ailleurs, Oui. ABCD, Nul, Histoire de la télévision, Les Nuls, l'émission. Vous faites plusieurs apparitions dans les sketchs en live, dont la boîte aux questions, Oui. ou encore dans les fausses pubs des Nuls. Et puis en parallèle, vous devenez aussi auteur historique de la première année des Guignols. Oui. Ça, j'imagine que c'était un moment assez fantastique. C'est incroyable, mais surtout ce qui est incroyable, c'est que je venais d'avoir 24 ans et que à un moment, vous tombez dans la caverne d'Ali Baba, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, vous dites mais c'est pour ça que je suis arrivé sur cette terre. Alléluia. Oui. Et en fait, voilà. Alors il n'y a pas les petits chérubins de Bobigny qui chantent genre un gospel, mais c'était juste complètement génial. Et le truc, c'est que voilà, c'est devenu comme ça. Et c'est en fait, je vais me vanter un tout petit peu. Avec les Nuls, c'était organique. On s'entendait super bien. Et c'était pas facile, mais c'était relativement facile d'écrire des sketchs pour eux parce qu'on avait véritablement la même culture, le même humour. Et Dominique et Alain m'ont fait découvrir le Saturday Night Live, etc. Mais déjà, je connaissais un tout petit peu. Et le truc, c'est que avec les Guignols, écrire pour du latex, ça a plus rien à voir. Ah, et ouais. c'est une autre école. Et là, je me suis aperçu que c'était un vrai travail. Complètement. C'est pas le. Là, il y avait le Alex déconneur de la première. Et puis, je vais vous dire, quand on a fait les Nuls, on faisait 20 minutes par jour de déconne, ce qui est un truc complètement irréaliste. C'est très long. C'est beaucoup. Ah C'est très, très long. 20 minutes par jour, Oui, oui. je peux vous dire que c'est beaucoup. Puisque sur les Nuls, l'émission, on faisait 40 minutes par semaine. Et c'est déjà énorme. Mais 20 minutes, on était des barjots. Sauf que on en avait sous le pied, puisque on avait Dominique, je pense qu'on a essoré toutes nos blagues de 4e et de 3e et c'est parti à l'écran. Hein. Faute de munitions, on prenait ce qu'il y avait, quoi. Et vous avez bien Donc, fait parce que ouais. ça a marché, ça a duré 6 ans. Après l'arrêt des Nuls, l'émission, vous apparaissez dans Ce soir avec les nouveaux. Oui. Là, on est de 92 à 93. Oui. Et vous continuez d'écrire et d'interpréter des sketchs. Et je crois que, bon, on va pas trop s'étendre, mais vous n'avez pas trop aimé cette période. Non, c'était pas la période. C'était difficile parce que on passait juste après les Nuls. Que c'était génial parce que moi, moi qui écrivais pour eux et qui jouais avec eux de temps en temps. Là, je me retrouve au devant de la scène et puis la mayonnaise avait du mal à prendre et on a beau se dire que la mayonnaise ne prend pas, on se débrouille toujours pour essayer de la rattraper. Mais il y a un truc qui va pas et qui est que voilà, c'était pas le moment. En revanche, ça m'a appris un truc fondamental, c'est que je ne fais plus jamais ce métier comme je l'ai fait après les nouveaux. C'est-à-dire que je fais ce métier avec des gens que j'aime, avec des projets que j'aime, avec des gens où je sens que je vais pouvoir voyager longtemps. Et sinon, je ne le fais pas. Et même si je m'entends pas avec les gens, je préfère refuser et bouffer des pâtes ou rien manger ou voler plutôt que de faire des choses qui me plaisent pas. Voilà, dans mon fort intérieur. Et Chabat dirait dans ta Ford intérieure, mais dans l'intérieur de ta Ford. Mais voilà, c'est comme ça, c'est que c'est très sincère, c'est un métier qui est difficile et c'est important d'avoir une sincérité parce que à un moment, si vous n'êtes pas sincère, vous allez être en décalage avec vous-même et avec les autres. Vous écrivez ensuite pour l'émission Le Plein de Super, animé par Yvan Le Bolloc et Bruno Solo. Donc j'imagine que la rencontre se fait là, on va y venir crescendo. Une émission qui se déroule dans une voiture. En parallèle, vous écrivez pour l'émission Groland, où vous jouez le rôle de reporter Fabien Julliard. Et puis, dans un autre temps, quelques années plus tard, va arriver la série H, avec voilà, pour Jamel Debbouze, Eric et Ramzy sur Canal. Vous écrivez en parallèle pour bien d'autres artistes, beaucoup d'émissions de télévision, mais il y a une grande aventure quand même avec Canal+ dans votre histoire. Oui, absolument. Non, mais le truc, c'est que quand on est arrivé en 87, Canal+ sortait de Coluche, d'Objectifs Nuls. Tout était à faire. On s'est retrouvés sur Nulle part ailleurs. Et puis tout d'un coup, on est les bons gaziers et on fait péter la baraque en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est que on avait un attachement particulier et vice versa. De Greff, Lescure nous aimait bien. On aimait bien être avec eux. Donc je pense qu'il y a eu un genre de famille, de pensée élective qui est arrivé. Alexandre Pell, Ouais. est-ce que c'était aussi une époque où le formatage que l'on connaît aujourd'hui n'existait pas forcément et où la liberté d'exister, de créer, d'inventer, d'imaginer était
bien plus forte qu'aujourd'hui. Alors, le truc, c'est qu'il y a plusieurs choses à voir. C'est déjà, on avait des abonnés et qu'on était obligé de faire bander le marin sur le clair, c'est-à-dire de faire suffisamment quelque chose d'attractif pour que les gens s'abonnent. Donc ça, c'était la première Amusant des quand choses. même cette expression. Ouais, je vous en prie, vous pouvez la prendre, c'est cadeau. Et le truc, c'est que aussi, on était dans une télé. En fait, il y avait 4 chaînes à l'époque. Donc aujourd'hui, on voit très bien que les boîtes de production font font du programme pour du temps de cerveau disponible, et que nous, on avait des envies quand on est arrivé sur nous, on est des vrais enfants de la télévision. Avec Dominique, on regardait La Une est à vous, on regardait Bernard Gollet, on a une culture de Zorro, d'Amicalement Vôtre et de toutes ces séries qui nous ont baignés quand nous étions tout petits, quand on avait 10-12 ans. Et donc voilà, donc je pense que on est arrivé avec nous, on avait des envies de télévision, et aujourd'hui, les boîtes de production font des envies pour des chaînes de télévision et attraper de la publicité. La démarche n'est pas la même. C'est ce que vous dites. Alors que les canaux se multiplient, on a l'impression que chacun cherche à créer de la polémique pour faire parler de soi, à tort et à travers, et être détenteur d'une vérité qui serait universelle. Mais ce n'est pas votre cas, vous, Alexandre Pell. C'est forcément un peu le cas, et c'est forcément pas le cas, puisque moi, je le sais, et ça, vous avez repris un intitulé du Peltacle, puisque le Peltacle mon deuxième one-man show parle beaucoup de liberté d'expression. Donc effectivement, on est en plein dedans, Cyrielle. Mais c'est vrai que oui, forcément, on a notre vérité, on a notre subjectivité. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est la base pour commencer à avoir un raisonnement réel, tronqué ou vrai. Alors, pendant ce temps, vous allez aussi vous essayer au cinéma, vous allez écrire pour le film Le Clone, pour Élie et Dieudonné. Pour vous, c'était pas la meilleure expérience, mais en tout cas aujourd'hui vous avez envie d'écrire pour le cinéma, et je crois que vous avez envie d'y revenir. Absolument. Parlez-nous de ce projet. Ah non, alors je vais pas vous en parler parce que je dois rendre. Alors moi je croise les doigts. Ah, vous êtes superstitieux. Je suis superstitieux, et comme dit Patrick Timsit, je touche du bois dès que les choses m'importent. Donc Patrick se fout de ma gueule. C'est assez marrant que vous parliez de ça, parce que mon père l'a croisé hier, et comme je l'ai reçu, on en a parlé comme quoi une synchronicité. Mais vous avez écrit pour Patrick Timsit aussi. J'ai écrit aussi pour Patrick, absolument. Et vous étiez à la radio avec lui. Tout à fait, à ses débuts et un peu plus tard. Et c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Mais au-delà de ça, je veux pas parler de mon projet parce que je veux qu'il se fasse. C'est un projet qui a une certaine ambition sur l'humour, sur la profondeur et la légèreté. J'essaye de faire un truc totalement hybride, et je peux vous dire que je dois rendre ma copie le 29 février, et je flippe. J'ai peur de ça, j'ai peur de moi-même, car écrire, c'est aller à la rencontre de soi, et par moments on rencontre sa propre médiocrité, ça fait mal. Alors on va croiser les doigts très fort, je ne vous demanderai pas plus pour rester dans la continuité, parce que vous avez parlé de votre spectacle que je veux absolument évoquer, qui s'appelle le Pest-tacle. Oui. Il y a bien sûr Caméra Café. On vous connaît comme Sylvain Muller dans la série Caméra Café, diffusée sur M6, qui va exister pendant quelques années. Vous allez rester dans cette série très longtemps. Il va y avoir une adaptation au cinéma, une deuxième adaptation où vous n'étiez pas, et puis finalement un téléfilm. Donc c'est dire que quand même vous êtes quelqu'un de très fair-play. C'est un mantra en fait d'être fair-play. C'est ça, c'est le jeu juste. Peut-être expliquer pourquoi vous n'y étiez pas la deuxième fois. Mais la deuxième fois, je l'ai pas fait parce que en fait, c'est une histoire d'argent. C'est vraiment simplement financier. C'est que la production m'a proposé d'être moins bien payé que le premier film, et j'ai refusé. Voilà. Et donc, alors que vous aviez déjà tourné. Alors que on n'avait pas tourné, on allait tourner, mais ils m'ont proposé moins en me disant comme tu vas tourner beaucoup plus, tu seras moins bien payé. Et mon agent m'a dit mais j'ai jamais vu ça, on n'a jamais entendu ça. En théorie, c'est l'inverse. Exactement. Et puis avec un truc qui est que Caméra Café, c'est 60 pays qui l'ont acheté. Quand on est assis sur un tas d'or et qu'on fait comme Louis de Funès dans le film de Gérard Houry, où quand il est l'or, mon seigneur, mon temps tourne, et de Funès se réveille en disant il en manque une.
eh bien, c'est pas possible. Quand on gagne de l'argent et je sais ce que j'ai amené à Caméra Café. J'ai pas tout amené, mais j'ai amené ce que j'ai fait puisque j'ai fait j'ai écrit, puis j'ai écrit la première Bible. Et si vous voulez, je trouve qu'il y a un moment quand on fait des comptes d'apothicaire, il y a un moment, c'est normal qu'on se reprenne, la manivelle. Et donc, j'ai préféré ne pas. Et ce qui s'est passé, je vais être très franc, c'est que j'ai demandé le triple par contrat de ce que la somme qu'il m'avait proposé, l'intégrale en DVD de Kaamelott et un Mars à 16h pour mon biorhythme. Donc je pensais que ça allait passer en me disant on va essayer de trouver. Et ils m'ont dit on refuse votre proposition. C'était très bien, mais au-delà de ça, ce qui est c'est pas pour faire mon Cervantes, c'est simplement de dire que moi, je me suis retrouvé en me disant, je vais tourner dans un film où je vais me sentir mal à l'aise et il faut pas que je le fasse. Non. On revient au nouveau. C'est ça le fil conducteur. C'est que à partir du moment où on se sent trahi, ou par moment on se sent déclassé. Et tout simplement pas apprécié à sa juste valeur. Voilà. Oui, mais avec un truc, moi il m'aurait donné 1 euro de plus, ça m'aurait suffi. Ouais. J'aurais fait un peu la gueule. Mais là, de partir en disant, t'es un des personnages principaux, mais malgré tout, il faut que tu sois moins bien payé. Vous dites, écoutez, on part sur des mauvaises bases, on va s'arrêter là et vous allez vous débrouiller. Mais c'est pas mon Che Guevara moi. Hein. C'est juste une anecdote de vie qui parle de mon caractère et qui dit que j'ai pas envie de me laisser marcher sur les pieds. Et je pense que vous avez bien fait, mais c'est tout à fait personnel, Alexandre Pell. Par la suite, il va y avoir la scène. Oui. La scène qui va se développer pour vous à partir de 2005. Vous jouez d'abord dans votre premier one-man show intitulé Conseil à des jeunes qui veulent rentrer dans le show business, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre dont nous parlions tout à l'heure en off, suivi quelques années plus tard de Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout, mise en scène par Caroline Mansart. Et j'ai la sensation que au travers de ce que j'ai pu comprendre de votre histoire, c'est important de parler aux jeunes. Oui, c'est surtout. En tout cas dans le titre. Oui, absolument. Mais alors, pour être tout à fait franc, je voulais faire un triptyque qui s'appelait Conseil à des jeunes qui veulent rentrer dans le show business, Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout, et le troisième s'appelle, et c'est le titre de travail, Conseil à des jeunes qui veulent mieux me connaître. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis papa. C'est vrai que la transmission est hyper importante. Et donc voilà, j'avais vraiment envie de. Et puis après, avec un truc un peu de renard, qui est qu'il y a la politique pour les nuls. L'ONU pour les nuls, la mécanique pour les nuls, et que je me suis dit je vais surfer là-dessus, et ça me faisait plutôt marrer. Et puis surtout, au-delà de ça, et dans un truc un peu plus intello, c'est que on voit bien que le sacré est en train de tomber, surtout dans la religion chrétienne, et que les coachs de vie, les coachs sportifs, les coachs, les managers sont en train de prendre le pas sur tout, comme si on avait besoin à chaque fois de quelqu'un. J'adore les trucs de Jimmy Youth qui sont sur comme La Roche, tous ces trucs-là, c'est genre il faut apprendre à exister pour comprendre qu'exister, le c'est développement personnel. Voilà, c'est bon, que des conneries comme ça. Et à chaque fois, c'est comme un horoscope. On est quand même toujours en disant ouais, c'est vrai, il a raison. Et donc voilà, il y avait un côté un peu renard de profiter de surfer sur la transmission et sur le coaching. Je dis volontairement mal parce que je trouve que c'est toujours un peu aberrant. Voilà, j'avais envie de parler de ça aussi. Donc vous êtes quand même précurseur, parce qu'entre 2005 et 2013, vous étiez bien avant l'heure. On va rester avec vous, Alexandre Pell, pour parler bien évidemment de votre actualité autour de la pièce d'Eugène Labiche. On parlera aussi du pestacle, parce que nous en avons parlé il y a un instant. Cette pièce, Le plus heureux des trois au Théâtre Edgar. On revient dans un instant également avec mes chroniqueurs, mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. – 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Passé d'une minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etani Belaïch. Bonjour Etani. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 132e jour de guerre en Israël, Tsahal mène des opérations dans l'hôpital Nasser de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza.
Selon l'armée israélienne, des otages auraient été détenus dans l'établissement médical et des corps israéliens pourraient toujours y être cachés. Sur le front nord, Tsahal a mené des frappes contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban ce matin. 6 membres du groupe terroriste ont été éliminés par des forces israéliennes ces dernières 24 heures. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a d'ailleurs précisé que l'armée avait intensifié ses attaques contre le Hezbollah, avertissant, je le cite, que les avions de l'armée de l'air qui volent actuellement au-dessus du Liban disposent de bombes plus lourdes pour des cibles plus éloignées. Fin de citation. L'Algérie va soumettre au Conseil de sécurité des Nations Unies une résolution pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. Ce sera dans une semaine tout rond. Les États-Unis déclarent déjà qu'ils ne voteront pas en faveur d'un tel texte, craignant qu'il ne nuise aux négociations en cours entre Israël et le Hamas. Alors que la guerre en Ukraine entre bientôt dans sa troisième année, les députés écologistes Julien Bayou et Renaissance Benjamin Haddad vont déposer une résolution pour utiliser les avoirs gelés de la Russie au profit de l'effort de guerre et de la reconstruction de l'Ukraine. En France, le Premier ministre Gabriel Attal est en visite dans la Marne pour rencontrer des agriculteurs. En une quinzaine de jours, on est à une 60aine d'arrêtés préfectoraux modifiés ou abrogés pour simplifier les normes locales, a-t-il déclaré, face à la menace de nouveaux blocages agricoles. Enfin, seul un TGV Inouï sur 2 et un Ouigo sur 2 circuleront demain, samedi et dimanche en France en raison d'une grève des contrôleurs, grève qui s'annonce déjà très suivie. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et on poursuit notre émission avec Alexandre Pell et mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Radio J. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Alexandre Pell pour la célèbre pièce d'Eugène Labiche, Le plus heureux des trois au théâtre Edgar. Et j'avais très envie qu'on parle juste avant, si vous le voulez bien, de votre pestacle que vous jouez encore, je crois. Oui, je le joue. Je risque de le rejouer à nouveau à Avignon cet été, et je le joue un peu partout en France dès que j'ai des trous dans le plus heureux des trois, que je joue au théâtre Edgar du côté de Montparnasse à Paris. Et voilà, j'ai joué ce week-end à Fismes, qui est un film, ça vous dit rien, c'est à côté de Reims, et c'est là où est né Uderzo. Donc voilà, et ça s'est très bien passé. Et bon voilà, j'ai beaucoup de chance parce que ce spectacle me tient très à cœur. Il reçoit un super accueil public, professionnel et presse. Et je suis très heureux de ça parce que ce spectacle a accouché de l'artiste que j'avais envie d'être. Et en général, quand on est un performeur, on met un peu de temps à découvrir qui on est vraiment. On est au départ dans une sorte d'imitation sans que ça soit trop. Et puis à un moment, on essaye d'aller à la rencontre de soi. Donc c'est jamais agréable d'accoucher de soi-même. Surtout pour les garçons parce que l'urètre est vraiment, vraiment très, très petit. Mais quand vous commencez à toucher du doigt ça, c'est vraiment, c'est assez jouissif. Et on se dit que si demain tout devait s'arrêter, on ne s'est pas trompé de chemin. Écoutez, j'ai trouvé la bande-annonce très intéressante, très drôle, extrait. Alors, l'EFN, je les appellerai par leur nouveau nom le jour où ils auront des nouvelles idées. Je sens que ça va pas être pour tout de suite, quand même. Hein. L'association Ni pute ni soumise, c'est pas ma génération. Moi, j'étais plus de la génération les chiennes de garde. Vous vous souvenez des chiennes de garde ? Ah ben moi, je les aimais bien, moi. Ouais. Bon, on sentait qu'à la fin, on n'avait plus besoin de leur mettre la muselière. Oui. Et qu'elles traînaient du train arrière, quand même. Hein. Ah ben moi, je me demande ce qu'elles sont devenues, hein, les chiennes de garde. Elles ont dû se faire piquer. Ou leurs mecs les ont attachées à un poteau sur une aire d'autoroute. Fais attention, ça peut t'arriver, toi. Hein. Les hommes politiques veulent à tout prix laisser une trace dans l'histoire. Pour certains, ça sera fécal. Quand on ne sait pas comment s'habiller le matin, quel gain de temps la burqa. Et voilà, on est vraiment
sur un humour grinçant, sur des sujets sensibles. Moi, j'ai écouté cette bande-annonce, je me suis dit qu'il fallait absolument la diffuser parce que ça donne très envie. Et vous dites, s'il pique et gratte, c'est pour mieux les désinfecter, ces sujets sensibles. Absolument. Alors là, on va parler du peltacle. En fait, c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une confusion incroyable où on mélange, on peut pas rire de tout et on ne peut pas tout dire. Et donc voilà, je vois pas pourquoi on ne devrait pas pouvoir. Dans le spectacle, j'aborde tous les thèmes qui grincent, tous les thèmes, et on s'aperçoit que on peut rire de tout et que c'est une question juste d'angle et d'envie et de recul et de discernement et de pas prendre tout pour soi. Et aujourd'hui, ce qui est agaçant, mais ça a toujours été le cas parce que à chaque fois on nous refait la grande. Quand on travaillait à Canal avec les nuls, on faisait attention. L'autocensure, c'est pas quelque chose, c'est pas c'est nous qui nous l'imposons parce que parfois on va trop loin. Moi, je me souviens que quand j'avais pas d'idée et que on était dans un blanc total. C'était lundi en conférence de rédaction avec les nuls où on avait picolé tout le week-end, on avait fait la fête et qu'il fallait repartir à zéro. Et je disais sinon j'ai les clowns nazis. Tout le monde rigolait et ça s'arrêtait là. Mais on l'a jamais fait. Et je pense que c'était difficile pour Bedos, qui a été sous Giscard et qui a été interdit jusqu'en 81. Pour Coluche, c'était pas évident. Et je pense que les humoristes ont tout le temps besoin d'aller travailler face au vent, dans la tempête, et on a besoin de ça. Et en plus, on a la chance d'être en France. Donc pourquoi on devrait s'interdire de rigoler de tel et tel truc? Donc effectivement aujourd'hui on est dans une société communautaire, mais pas simplement une société communautaire religieuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des quartiers où les gens qui ont moins de fric peuvent pas vivre, où il y a des gens on est séparés par tout un tas de trucs et voilà, et on s'aperçoit qu'en fait qu'on peut dire beaucoup de choses, qu'on peut se marrer surtout de beaucoup de choses. Alors il y a des soirs ça fait peut-être pas rire tout le monde, mais la suivante, elle fera rire tout le monde et voilà, elle en déplaira à certains. Mais on peut vraiment se marrer. On a de la chance. On n'est pas en Russie. On n'est pas, on n'est pas obligé de tout acheter, mais on n'est pas non plus obligé de tout virer. J'ai une question tout à fait d'actualité et en fonction de ce que vous venez de me dire, je réagis forcément. Alexandre Pelle, vous dites toujours. Quand on fait de l'humour, on ne s'excuse pas. C'est quand on n'a pas d'humour qu'on s'excuse. Oui. Et alors, j'ai envie de réagir sur cette polémique, par exemple, qui rebondit sur ce que vous me disiez, autour d'Alexandre Meurice, avec ce fameux propos... Guillaume Meurice. Pardon, voyez, Guillaume Meurice, qui parlait de ce nazi sans prépuce en parlant de Benjamin Netanyahou. Une sorte de nazi. Il a dit c'est une sorte de nazi. Pour vous, qu'est-ce que ça vous fait réagir? Vous dites ça, c'est la blague de trop, ou au contraire, on doit rire de ça? Mais alors, je vais vous dire, c'est pas la blague de trop. C'est pas une blague qui m'a transcendé. C'est un humoriste qui est dans une émission d'humour et qui va finir chez les flics. Donc pour une blague dans le poste, il finit au poste. Je trouve que la Ligue européenne juive, qui a porté plainte contre lui, a fait le sale boulot. Donc voilà, je trouve ça complètement con. Quand on est humoriste, on passe dans une émission dite d'humour, on n'est pas obligé de l'écouter. Moi, cette blague... c'était une saillie, ça m'a pas fait rire, voilà. Je suis pas fan de Netanyahou. Vous l'auriez faite? Non, parce que je l'aurais... si je l'avais... Alors, déjà, je l'ai pas trouvé. Si je l'avais trouvé, peut-être que j'y serais allé. Dans mon spectacle, je vais vous dire, j'ai une blague qui est... les Juifs rentrent dans leur 5785e année. Ils ont donc plus de 3000 ans d'avance sur nous. Tu m'étonnes qu'ils contrôlent les médias, la finance et le showbiz. Tout le monde rigole. Parce que quoi? On est sur scène, je suis dans le noir, et tout ce que je dis, c'est faux. Donc voilà, quand on fait de l'humour, il y a une part de vrai, il y a une part de faux. Je trouve pas que ça soit une blague hilarante. Je le prends pour un trait d'union, c'est-à-dire un truc qui devait être entre deux vannes, mais qui finit chez les flics. Ça, vous n'avez pas compris. Mais non, on peut pas comprendre ça. Aujourd'hui, être humoriste, c'est dangereux? C'est ce que je dis dans le spectacle. Je dis, pour moi, comique, c'est plus du tout comique. Pour moi, comique, c'est devenu dangereux, surtout depuis Charlie Hebdo et Samuel Paty. Mais c'est ce que je dis dans le spectacle. Moi, je pense pas que ça soit dangereux. Ce que je trouve dangereux, c'est que on puisse pas dire ce qu'on a envie de dire. Voilà. Et après, acheter ou pas acheter. Moi, j'aime pas ce truc de on va lyncher les gens. Moi, cette vanne, en fait, c'est même pas une vanne, c'est dire que
J'ai pas compris la polémique. Il l'aurait fait à la télévision, dans une tribune politique. Je me serais dit, il va falloir un peu développer, jeune homme. Là, c'est un chroniqueur dans une émission d'humour. Je vois pas où est le problème. Et vous savez, avec les nuls, on a fait des conneries, on en a dit. Et aujourd'hui, quand on me dit que Royal Rabbin pourrait plus passer à la télévision, ça m'hérisse le poil. Qu'est-ce qui fait que 30 ans après, on a régressé? Au nom de qui et pourquoi? Je comprends pas. À chaque fois, on nous dit, ouais, mais si Coluche revenait. Et Coluche, peut-être qu'il serait has-been, peut-être qu'il serait génial. Ou peut-être qu'il pourrait pas revenir. Peut-être qu'il pourrait pas revenir. Voilà, mais on s'en fout de ça. On s'en fout. Aujourd'hui, les humoristes ont une fonction. Il y a du poil à gratter. Il y a des gens qui font de l'humour débile, entre guillemets. C'est des gens qui sont amoureux de leur cafetière. Donc, c'est un humour un peu plus poétique. Il y a des gens qui sont dans le sociétal, d'autres dans le politique. Tout le monde a le droit de vie. Et on est en France. On est dans une, voilà. Et je trouve ça insupportable. Je pense pas qu'Israël fasse tout bien. Je pense pas que France Inter fasse tout bien. Je ne fais pas tout bien moi non plus. Je fais comme je peux et je fais au mieux de ce que je peux faire. Mais quand on fait de l'humour, eh bien, on se bat aussi contre sa famille, contre ses préjugés, contre les choses qui nous dérangent, et on essaye de tourner ça pour en faire de l'humour et que le public comprenne qu'il y a un premier et un second degré. Voilà. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, et parce qu'on est sur Radio J, je suis obligée de réagir. Vous avez dit le sale boulot. Je pense en effet que je vous donne totalement raison, dans la mesure où je pense qu'en effet Israël est obligé de faire le sale boulot parce Absolument, que malheureusement il n'a pas le choix. Mais vous avez tout à fait raison, et on devrait le dire plus souvent. On n'a qu'à le voir, c'est-à-dire que même ce qui se passe avec Rafah, les Égyptiens ne veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas des Gazaouis, ils ne veulent pas des frères musulmans, ils ne veulent pas du Hamas, enfin surtout le Hamas. Et en plus, je dis les frères musulmans parce que c'était Sisi, etc. Ils n'en veulent pas. Et c'est ça qui est assez pervers. C'est-à-dire que il y a, je sais pas si on peut dire manipulation ou pas, mais ce qui est vrai, c'est qu'en ce moment, Israël, qui s'est fait attaquer, on reviendra pas sur les 6 jours avec la Jordanie, la Syrie et l'Égypte. Et surtout récemment le 7 octobre. Et récemment le 7 octobre. Voilà, ils ont décidé, voilà, il y a tous les pays du Moyen-Orient, ils sont pas mécontents quand même qu'ils fassent le ménage. Et j'aimerais bien qu'on l'entende un peu plus souvent. Voilà, et j'aimerais bien qu'on foute la paix à Guillaume Meurice, que je soutiens. Nous vous avons entendu, Alexandre Pell, et puis forcément pour une note plus légère, le théâtre après vos spectacles, on vous retrouve en partenaire de scène. D'abord dans 12h34, mise en scène par Marc Jolivet, Conversation avec ma libido, Tous des malades avec Marion Gamme, Eureka, le Switch, et désormais dans Le plus heureux des 3 de Jeanne Labiche, mise en scène par Luc Hamet au Théâtre Edgar, joué par 7 acteurs, dont vous, David Martin, Gwenola de Luz, Oliver Denizet, Rosalie Hamet, Solène de Catuellan, Julien Giustiniani. C'est tout aussi intéressant de vous voir à la scène. On sent que vous y prenez beaucoup de plaisir en tout cas. Bah oui, parce que de toute façon c'est ce que je dis toujours, c'est un numéro de trapéziste en fait. C'est-à-dire que c'est sans filet et on y va, et on est obligé d'avoir beaucoup travaillé avant pour que tout paraisse extrêmement léger. Et en plus moi je joue un amant assez pathétique, Ernest, et je suis une crapule sous des dehors extrêmement sympathiques, et j'en joue, et le public lui n'est pas dupe parce qu'il me voit à l'œuvre, et la pièce est un véritable bonbon où pendant 1h30 vous allez vous marrer de gens qui se noient dans un verre d'eau mais qui ont réellement peur de se faire avoir et d'être pris pour ce qu'ils sont, et donc c'est dans les faux semblants, et il y a un couple de paysans sartois qui va arriver, ça va être 2 chiens dans un jeu de quilles, et ça va être, moi je trouve la pièce extrêmement jouissive. Bande annonce. Mais comment ça? Il fait venir de la Sarthe un couple de paysans, des gens sûrs, pour nous espionner sans doute. Mais comment ça, une sonnette? Ah bah, chez nous, monsieur le brigadier de la gendarmerie, il a une montre avec une sonnette. Mais t'es sûr que c'est pas son vélo? Ah non, bien sûr. Quand il est 3 heures, elle fait ding ding ding. Quand il est 4 heures, elle fait ding 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 ding. Quand il est 5 heures... Oui, jusqu'à 12, oui, j'imagine. Cassez ma chaîne! Bah, qu'est-ce que vous faites, hein? Moi? Eh ben, je vous attends.
À genoux. Oui, quand je vous attends, je me mets à genoux, c'est plus commode, on fatigue moins que debout. Voilà pour la bande-annonce. Alors je vais juste, pour nos auditeurs, remettre un tout petit peu l'histoire dans le contexte. C'est l'histoire d'Alphonse Marjavel, qui est joué par David Martin, le fils de Jacques Martin, à qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, si je peux me permettre. Il est le plus heureux des hommes. Et alors, le jour de sa fête, sa femme Hermance a invité tous ses amis, sauf que visiblement, l'homme a longtemps été trahi. Exactement, donc il a des amis qui sont assez peu recommandables et donc voilà, et il y a un truc qui est très jouissif dans la pièce, c'est que c'est un peu comme 4 mariages et un enterrement, c'est qu'on se dit mais le plus heureux de 3, c'est lequel des 3 hommes, même s'il y en a 4, c'est lequel qui est le plus heureux en fait, et on va s'apercevoir qu'on va passer tout au long de la pièce, et celui qu'on pensait le plus heureux, c'est pas celui qui était le plus heureux, etc., etc. Donc c'est très chouette. Et si je puis me permettre, ce sentiment aussi qu'il y a ce chassé-croisé amoureux, toujours entre 3 personnes. Tout à fait. Et on ne sait pas toujours lesquelles. Exactement. Et c'est ça aussi qui est très bien, c'est que c'est toujours les apparences chez la biche et chez Fédo. Et puis petit à petit, le mur se craquelait et on s'aperçoit qu'effectivement, les gens ne sont pas comme la façade qu'ils veulent à tout prix présenter. Et c'est ça qui est vraiment fandard. Et puis après, comme ils n'arrêtent pas de mentir et pour se sentir de leurs mensonges, ils racontent d'autres mensonges et qui vont les entraîner directement à la cave au lieu de les élever, et donc et bien entendu tout ça est très moral à la fin, donc c'est très jouissif. Dans la cave ou sous le canapé, on dira rien de plus. À 57 ans, il veut faire sa vie. Hermance dit cela. Il pense, Hermance dit à 57 ans, il pense à son avenir. Il pense à son avenir. Et Alphonse Marjavel dit une phrase comme à cet âge on va être tranquille. Oui, je sais plus ce qu'il dit vraiment. Il dit oui, c'est un peu ça. Oui, il dit il a toute la vie devant lui. Et je pense qu'il dit mais non, il a toute la vie devant lui parce qu'il veut à tout prix me garder comme ami, alors que je suis un ami peu recommandable. Et voilà. La pièce a été écrite par Eugène Labiche, mais modernisée par Edmond Gondinet. Je tenais à ce qu'on le dise. Et pourquoi ? Parce qu'on vous entend chanter notamment Alouette, Gentil Alouette, ou encore Casser la voix, mais dans une version réaménagée. On dira rien de plus. Pour l'anecdote, le plus heureux des 3, c'est la première pièce de théâtre que Pierre Bellemare a jouée au début des années 2000, en tournée dans toute la France, avec comme partenaire Marion Gamme, La Regrettée. C'est une pièce qui a beaucoup connu le succès à cette époque. Pas vraiment. Dites-nous comment elle a bien évolué, en tout cas aujourd'hui. On peut le dire. Alors bon, le truc c'est que c'est une adaptation, donc on a entre guillemets un peu modernisé. Luc Hamet a fait une adaptation et une mise en scène, donc c'est extrêmement rapide. Enfin, je veux dire, les gens nous disent c'est une énergie folle. Ils ressortent. J'ai l'impression qu'ils ont fait, ils sortent de LC, de Center, tellement ils sont pris une décharge d'énergie. C'est ce que nous disent tous les gens qui viennent voir la pièce. Et puis effectivement, on a un petit peu à l'époque, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les théâtres, c'était un peu comme Bollywood. Les gens rentraient, mangeaient, sortaient, allaient boire un coup, revenaient. Donc en fin de compte, il y avait un côté un peu sitcom, amour, gloire et beauté, où à chaque fois il fallait remettre dans le contexte régulièrement. Donc nous on a supprimé tout ça parce que aujourd'hui l'époque n'est pas la même, et on a un rapport aux histoires, la structure dramaturgique qui est pas du tout la même chose. Je recommande donc cette pièce. Je ne vais pas donner les dates parce que cela dépend des jours. Faut aller sur le site du Théâtre Edgar et sur tous les autres sites. Une semaine 19h. Une autre semaine 21h. Voilà, donc le plus heureux des 3 au Théâtre Edgar, où on redécouvre des mots comme fiacre ou encore la ville de Preuilly-le-Chétif. Pour ce faire, on le découvre dans la pièce. Tout de suite, on va au théâtre avec David Schweger. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Bonjour David. Bonjour Cyrielle et bonjour Alexandre Pell. Comme chaque semaine, je suis en charge de poser un regard sur l'actualité de la scène théâtrale en fonction des goûts de notre invité. Et fort heureusement, notre invité a le bon goût justement d'aimer aller au théâtre. Les petites mains
employés par Cyrielle Sarah Cohen, une femme qui a du personnel, m'ont même communiqué une liste longue comme le bras de vos... Je suis toute seule, hein, je tiens à dire aux auditeurs. M'ont même communiqué une liste longue comme le bras de vos desiderata en matière de théâtre, du Coucou de Sacha Emmanuel aux pièces de Jean-Philippe Daguerre, et en passant par le one-man show de Jérémy Ferrari, je sais tout de vos envies théâtrales. Et quel plaisir de pouvoir vous faire plaisir, sachant que mon agenda matchait avec les dates de Sacré Pan, la pièce So British, mise en scène par l'équipe devenue très fameux des Faux British. Alors, cher David, depuis les enquêtes de Conan Doyle au théâtre du Lucernaire, en passant par une Irish Story dont vous nous avez parlé la semaine dernière à la Scala, et maintenant avec Sacré Pan, vous semblez suivre un fil théâtral très britannique, on peut le dire. C'est cela aussi, Cyrielle, le risque d'introduire en douce un goy, tendance germano-écosso-protestante dans son équipe de Radio J. Tout de suite, il vient vous parler de sa culture tasse de thé ou de café, petit gâteau, mamie à la Miss Marple qui font des enquêtes ou vont à l'église le dimanche matin et organisent des kermesses. Bien écoutez, Sacré Pan ne fait pas exception et donne même en plein dans cette veine. Imaginez que vous êtes au rendez-vous de la jeune troupe théâtrale de la paroisse, les troubadours de l'évangile, qui se propose de vous enseigner joyeusement les vérités évangéliques tout en vous divertissant. Les membres de cette troupe de patronage paroissial ont choisi de monter l'histoire de Peter Pan à la manière des comédies musicales à la mode de Broadway ou du West End, et tous les paroissiens se sont mobilisés pour cette soirée inoubliable. Le père Benoît, du haut de ses 60 ans, se jette corps et âme dans l'incarnation de Peter Pan. Décors, costumes, effets visuels, trucages, le spectacle promet d'être mémorable sur fond paradoxal et comique d'austérité paroissiale et de messages évangéliques. Alors un peu plus d'infos forcément, David Schweiger. Eh bien, Cyrielle, c'est finalement un peu ça tout le sel de la pièce, ce décalage permanent entre l'inspiration du West End type Roi Lion et l'amateurisme de ceux qui tentent l'aventure d'un tel spectacle sans en avoir vraiment les moyens. En jouant d'énormes ficelles comiques inspirées aussi bien des Monty Python que de Benny Hill, les auteurs s'amusent à l'infini de la naïveté d'une bonne sœur déguisée tour à tour en lady anglaise ou en flé clochette garnie de lumière et de grelots, d'un monsieur le curé qui se permet toutes les audaces tout en étant très maladroit sous le masque de Peter Pan, d'un chanteur de la chorale paroissiale efféminée qui peut enfin, sous les oripeaux du capitaine Crochet, risquer son grand numéro de diva. Tout est amateurisme chez cette troupe de joyeux évangélisateurs de campagne, et c'est bien de ça dont veulent nous faire rire les auteurs. Vous trouverez assurément du charme à cette pièce si vous avez la dent dure contre les chorales paroissiales et les bondieuseries amateurs en tout genre. Ah, ça c'est dit. Un mot quand même sur la mise en scène, David. Certainement, Cyrielle, car elle est très enlevée, très burlesque et, comme je l'ai signalé plus haut, largement inspirée de la vivacité des grands comiques anglais, de Benny Hill à Mr Bean, de Monty Python à Little Britain. J'aimerais dire que les amateurs du genre y trouveront leur compte, mais j'ai quelques réserves. Si des moyens considérables de la pyrotechnie, des lumières, des décors aux numéros loufoques d'authentiques trapézistes des comédiens sont mis au service de cette pièce, les puristes fréquentant les salles du West End londonien ou de Broadway trouveront sans doute au jeu de la troupe, comme à cette transposition même, quelque chose de trop Frenchy peut-être. Alors en conclusion, David, que peut-on dire? Eh bien, je dirais à ceux qui aiment les comédies anglaises déjantées, labellisées du style Monty Python depuis les années 70 et 80, d'aller jeter un œil au Théâtre des Variétés pour voir ce qu'on fait de ce côté de la Manche pour transposer l'humour anglais. Peut-être que certains s'y retrouveront, d'autres, peut-être comme moi, prendront leur billet pour aller voir à Londres la comédie originale Peter Pan Goes Wrong dans le West End. Que voulez-vous, Cyrielle? On boit du thé Earl Grey ou on n'en boit pas? Et oui, du thé noir ou du thé vert, hein, comme on dit. Et voilà, merci David. Je rappelle que la comédie, pour ceux qui veulent y aller, parce que la curiosité est là quand même. Sacré Pan, mise en scène par la troupe des Faux British, est actuellement jouée au Théâtre des Variétés, 7 boulevard Montmartre dans le 2e. C'est du mercredi au samedi à 20h, dimanche à 15h30. Théâtre des Variétés, on est d'accord? Théâtre des Variétés, oui, Théâtre des Variétés, très bien. Merci beaucoup David Schweiger. Merci à vous. À la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Charlène Villemer. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Alexandre Pell, bonjour à tous. Alors dans cette chronique, Alexandre, on va revenir sur vos goûts culturels et on démarre en musique avec une jolie chanson venue d'ailleurs. C'est bon. Derrière ce titre pop entraînant, la chanteuse Fatoumata Diawara nous parle d'un sujet difficile, celui de l'exil.
La culture n'a aucune frontière car les humains n'ont aucune frontière grâce à l'intelligence, l'organique et l'humanité. Cette phrase, elle est de vous, Alexandre Pell. Fatoumata est une artiste qui vous touche et vous avez vu en concert, d'ailleurs, vous l'avez vu à Saint-Louis, au Sénégal, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Elle parle de l'excision. C'était formidable parce qu'elle a parlé de l'excision. Vous me réinviterez Radio J, on parlera de l'excision. Et elle en parle d'une façon très libre, en s'apercevant et en disant voilà, on a suivi la tradition familiale et moi j'ai fait une hémorragie, j'ai fini à l'hôpital et toute ma famille qui était en pleurs parce qu'ils pensaient qu'ils allaient me perdre. Et donc elle parle des choses très librement. Et j'aime beaucoup cette femme et surtout on s'aperçoit qu'elle joue de la guitare comme le guitariste de AC/DC Angus Young. Donc on s'aperçoit que le mélange partout est une source incroyable de vitalité pour l'humanité entière. Et en parlant d'humanité, c'est bien ce que ça nous évoque lorsqu'on écoute cette artiste au talent indéniable. La chanteuse malienne dresse un pont entre musique traditionnelle africaine et pop anglo-saxonne pour y faire traverser ses combats, notamment pour la cause des femmes. Alors justement, un petit mot sur son enfance, Charlène Villemer. Flashback, Fatoumata née en 1982 à Abidjan dans une atmosphère artistique. Sa mère est danseuse, son père dirige une association de spectacles traditionnels. Elle est initiée à la danse et à la guitare très jeune. À 9 ans, la jeune fille est adoptée par sa tante, également dans le monde du spectacle et j'ai envie de dire peltacle aujourd'hui. Elle est comédienne et vit au Mali. À 15 ans, Fatoumata fait des études, ses débuts au cinéma. Elle est repérée par le cinéaste Cheikh Oumar Sissoko pour jouer dans son film La Genèse, un film primé au Festival de Cannes, 2 ans plus tard d'ailleurs. C'est elle qui tient le premier rôle et c'est le début d'un avenir prometteur pour Fatoumata. 10 ans plus tard, elle tient le rôle de Karaba dans la comédie musicale Kirikou et Karaba, tirée du dessin animé Kirikou et la sorcière de Michel Osselot. Et elle travaille en parallèle sur l'album du show. Alors sa carrière est lancée, elle enregistre son propre album, Sabali, et chante avec Herbie Hancock, qui a eu un award en 2011. Il a côtoyé de grandes voix comme Pink ou encore Seal. Elle joue dans le long métrage Timbuktu, multicésarisé en 2015 que je recommande. Actrice et artiste engagée, elle contribue au projet malien de Mathieu Chédid, autre artiste que vous aimez, Alexandre. J'adore. Un projet porté par le chanteur en 2017 qui s'appelle L'Amo Mali, un hommage au Mali. Cette collaboration entre les deux artistes se poursuit l'année suivante avec la sortie du nouvel album solo de Fatoumata, Fenfo, album que produit d'ailleurs Mathieu Chédid. Et Fatoumata Diawara sera en concert le 22 mai prochain à l'Olympia. Puisqu'on parle de concert, on va poursuivre en musique avec une autre artiste que vous aimez, Alexandre Pell, et que nous avons reçue sur Radio J. Encore une fois, dans mon téléphone t'as fouillé, n'en fallait pas. Et j'ai frappé les murs, j'ai cassé la porte, je te balance. Emma Peters a sorti son dernier single le mois dernier. L'artiste de 27 ans a bien grandi depuis ses toutes premières covers sur YouTube. Flashback, nous sommes le 15 mai 2015 quand Emma Peters poste la reprise de Say Something a Great Big World avec sa sœur Marie-Lou dans sa chambre. 2 ans plus tard, elle publie sa célèbre reprise de Clandestina signée L'Artiste. Elle cumule des centaines de milliers de vues sur YouTube. Aujourd'hui, le morceau est estimé à plus de 100 millions de streams. Derrière cette voix suave avec ses textes intimes, la jeune Lilloise livre ses états d'âme entre rap et chanson. Elle sera d'ailleurs au théâtre de Châtelet le mois prochain, le 11 mars précisément, pour un concert live devant 1500 personnes, une collaboration avec le média musical Live Me If You Can, qui organise notamment des sessions live au cœur de lieux emblématiques et insolites comme celui-ci. Notez bien cette date, Alexandre Pell. Je la note. Et si on parle d'Emma Peters, je voudrais juste faire un hommage à ma femme, c'est elle qui m'a fait découvrir. Donc voilà. Belle découverte. Si la petite chanteuse est devenue grande, elle n'abandonne pas pour autant les covers qu'il a révélés aux internautes et puis au grand public. Elle a sorti il y a une dizaine de jours une nouvelle reprise du titre Heureux d'Eddie De Pretto, un flow rap chanté tout en douceur comme toujours. Et puis je vous propose d'écouter un court extrait. Je fends pour toi mon cœur. Et sur cet extrait, on va continuer de plonger dans les goûts culturels de notre invité en troisième partie d'émission. Vous restez avec nous sur Radio J. Dans un instant, bien sûr, notre experte pour le portrait, l'introspection, encore un petit peu de musique. Et puis surtout maintenant, c'est le journal de l'info. Restez avec nous sur Radio J. Comme quand j'étais môme. Mais au petit matin, c'était la nuit de tous les supplices.
tout allait bien et puis soudain le précipice. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etani Belaïch. Bonjour Etani. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 132e jour de guerre contre le Hamas, Tsahal affirme détenir des preuves crédibles de la détention des otages à l'hôpital Nasser de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Selon le porte-parole de l'armée israélienne Daniel Hagari, des otages y auraient été détenus et des corps pourraient y être cachés. L'armée mène donc une opération précise et limitée à l'intérieur de l'hôpital. On l'écoute. Nous disposons de renseignements crédibles provenant d'un certain nombre de sources, y compris d'otages libérés, indiquant que le Hamas détenait des otages à l'hôpital Nasser de Khan Younes et qu'il pourrait y avoir des corps de nos otages dans l'hôpital Nasser. Comme cela a été prouvé avec l'hôpital Shifa, l'hôpital Rantissi, l'hôpital Al-Amal et de nombreux autres hôpitaux à Gaza, le Hamas utilise systématiquement les hôpitaux comme bastions terroristes. Selon les évaluations des services de renseignement et les informations que nous avons recueillies sur le terrain, plus de 85% des principales installations médicales de Gaza ont été utilisées par le Hamas pour des opérations terroristes. Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal ce matin, Tsahal qui a arrêté plusieurs médecins et civils qui sortaient de l'hôpital pour interrogatoire. Toujours sur le terrain, mais sur le front nord cette fois, l'armée a fermé plusieurs routes en Haute-Galilée pour des raisons de sécurité. Ces dernières heures, l'armée a mené de nouvelles frappes contre des cibles du Hezbollah dans les régions de Wadi Salouki et de Lavon. Au total, 6 membres du groupe chiite ont été éliminés par les forces israéliennes depuis hier soir. Cette montée des tensions fait de nouveau craindre une contagion régionale de la guerre entre Israël et le Hamas. D'après une source diplomatique étrangère, Israël menacerait d'une opération terrestre sur place si les négociations n'aboutissent pas dans le mois à venir. Un point sur les négociations en cours pour la libération des otages. L'État hébreu pourrait accepter une trêve de 42 jours sans retrait complet de la bande de Gaza d'après une source du Hamas. Selon la même source, la réponse israélienne aux conditions imposées par le Hamas comprendrait dans un premier temps la libération de 3 terroristes par personne enlevée et le retrait des forces israéliennes dans des zones densément peuplées uniquement. Les présidents français et ukrainiens vont signer demain à Paris un accord bilatéral de sécurité. Cet accord fait suite aux engagements qui avaient été pris en marge du sommet de l'OTAN à Vilnius il y a 7 mois. C'était en juillet 2023 d'après un communiqué de l'Elysée. Communiqué qui confirme la venue de Volodymyr Zelensky en France. La plainte en diffamation de Karim Benzema contre Gérald Darmanin a été classée sans suite par la Cour de justice de la République. Le joueur de football désormais en Arabie Saoudite avait été pris pour cible par le ministre de l'Intérieur après avoir publié mi-octobre sur X un message de soutien aux habitants de Gaza, victimes selon lui de bombardements injustes menés par Israël en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre. Gérald Darmanin avait avancé que cette prise de position pouvait s'expliquer par les liens de Karim Benzema avec les Frères musulmans, une organisation islamiste née en Égypte où elle est considérée comme terroriste. Attention, si vous devez prendre le train ce week-end, ça risque d'être très compliqué puisqu'un seul TGV sur 2 devrait rouler en raison d'une grève des contrôleurs. Après une grève, on le rappelle, à Noël en 2022 qui avait eu un impact sur quelques 200 000 voyageurs, les contrôleurs réitèrent donc cette fois. En raison d'un préavis de grève des contrôleurs déposé par la CGT Cheminots et Sudrail, tout le week-end, le trafic ferroviaire sera très perturbé partout en France. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, n'écarte pas un aménagement du droit de grève. Si certaines organisations syndicales pensent que c'est en multipliant des grèves pour des motifs dont l'opinion pense à raison que ce sont davantage des sujets catégoriels que des sujets d'intérêt général ou grand public, nous ne pourrons pas faire l'économie de ces questions. Je dis ce matin, de façon très calme, très posée, le sujet, ce n'est pas le droit de grève, c'est le fait de savoir jusqu'où on n'en abuse pas. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, il était ce matin au micro de Sud Radio. Enfin, une bonne nouvelle pour terminer ce journal tout de même. Vous avez peut-être reconnu la voix d'Eden Golan, la jeune chanteuse choisie pour représenter Israël à l'Eurovision cette année. Eh bien, elle pourra bien performer en Suède, pays hôte
de la compétition cette année, malgré les polémiques et les appels à exclure le pays de l'Eurovision en raison de ses opérations dans la bande de Gaza. Les comparaisons entre les guerres et les conflits sont complexes et difficiles. Et en tant qu'organisme de médias politiques, il ne nous appartient pas de les établir. Justification donc des organisateurs de l'événement. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant une courte pause, on poursuit notre émission avec mon invité Alexandre Pell sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Israël est en guerre. Depuis le début du conflit, 100% La Hayal a distribué aux Hayalim des centaines de gilets pare-balles, des kits de survie, des gilets polaires, des colis alimentaires, des paires de téphilines. Continuez à soutenir les soldats de Tsahal. Adressez vos dons à 100% La Hayal. 0609 44 31 25, 0609 44 31 25 et larayal.org. larayal.org. Plus que jamais aujourd'hui, les soldats de Tsahal ont besoin de votre soutien. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur l'antenne de Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité. Si vous venez de nous rejoindre, merci beaucoup d'être avec nous avec notre invité Alexandre Pell aujourd'hui pour la pièce d'Eugène Labiche, Le plus heureux des trois, au théâtre Edgar. Et tout de suite, on va poursuivre la chronique Flashback avec Charlène Villemer. Et maintenant, chère Charlène, on va continuer à se plonger dans l'ego culturel de notre invité avec un livre cette fois. Flashback 1992, Irving Yalom publie Et Nietzsche a pleuré, professeur émérite de psychiatrie à Stanford. Il consacre ce roman historique à la Grande Vienne. Je vous plante le décor. Venise, 1882, Lou Salomé, belle et déterminée, aborde le docteur Breuer, ancêtre de la psychanalyse et mentor d'un jeune médecin du nom de Sigmund Freud. Docteur, je dois absolument vous voir sur une affaire urgente. L'avenir de la philosophie allemande est en jeu. Voyons-nous demain matin à 9h au café Sorrento, Lou Salomé. Le rendez-vous est donné. Elle sollicite son aide pour un ami en dépression qui n'est autre que Friedrich Nietzsche. Le philosophe, malgré la parution du gai savoir et de Humain trop humain, est alors méconnu du grand public. Et il plonge dans un profond désespoir après l'échec de son ménage à trois avec Lou, Andreas, Salomé et Paul Rey. À travers cette fiction, Irving Yalom poursuit son exploration romanesque de la psychanalyse en organisant la rencontre fictive entre Breuer et Nietzsche, deux personnages malheureux, deux grands esprits qui, après avoir conclu un pacte, vont tenter de se guérir mutuellement. L'auteur nous convie donc à une partie d'échecs entre Breuer et Nietzsche, dans laquelle apparaît une nouvelle naissance de la psychanalyse. Alors on s'est forcément posé cette question, Alexandre Pell, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ce roman ? Alors déjà, c'est une recommandation de ma femme, et puis c'est divinement bien écrit. C'est-à-dire que vous lisez les premières pages, ça se passe effectivement au café Sorrento, il y a peut-être une 20 ou 30 pages, et vous regardez ça comme une série, quoi, sur Netflix. C'est-à-dire que ça ne vous lâche jamais. C'est extrêmement précis dans tout, dans un vocabulaire qui est simple, approprié. C'est merveilleusement bien écrit. C'est merveilleusement aussi, c'est une idée merveilleuse. Et surtout, et j'en sais quelque chose, j'ai pu avoir des idées merveilleuses qui se révélaient des idées de merde. Et ce qu'on appelle le FBI, la fausse bonne idée. Et là, je trouve qu'il a une idée merveilleuse et qu'il arrive à la construire jusqu'au bout, et je trouve ce bouquin juste incroyable. Est-ce qu'on vous a aussi parlé du livre que je cherchais, Thérapie existentielle ? Non, je le connais pas. Eh bien écoutez, a priori c'est un livre à lire que j'ai moi dans ma bibliothèque, que je cherche à lire désespérément. On va trouver le temps. Pour terminer sur ce livre-là, Charlène. Eh bien en 2017, le roman de Yalom est adapté au cinéma par le réalisateur Pinchas Perry, avec Armand Assante, Ben Cross et Catherine Winnick dans les rôles principaux. Le film a d'ailleurs été tourné en Bulgarie. Adaptation au cinéma, mais aussi au théâtre, dans une version espagnole adaptée par Luciano Caso, acteur et auteur argentin. Et alors, on va terminer devant la télévision, Charlène, avec une série documentaire qui va forcément plaire à Judith Cohen-Solal, qui est avec nous aujourd'hui, parce qu'on va parler de ce documentaire sur la chaîne Arte.
Et oui, tout à fait. Alexandre, vous êtes un fan d'Arte, on le sait, vous regardez tout. Mais il y a une série documentaire que je vous recommande et que vous avez vue, l'histoire de l'antisémitisme. Face à l'antisémitisme, ça s'appelle. Alors, c'est Histoire de l'antisémitisme. Oui, tout à fait. Ah, d'accord, oui. ok. En effet, il y a une autre série documentaire qui s'appelle Face à l'Holocauste, mais celle-ci, c'est bien Histoire. J'ai dû switcher. Mais en effet, donc c'est une série réalisée par Jonathan Ayoun, qu'il a écrite aux côtés donc de Judith Cohen-Solal et Laurent Jaoui. Elle est disponible en vidéo à la demande et produite par Simone Harari, Beaulieu. Alors, à travers des moments clés, cette série donc est constituée de 4 volets qui racontent les discriminations contre le peuple juif, du premier massacre à Alexandrie en 1938 à la haine post-Shoah. Alors là, on est bien d'accord, on parle du même documentaire. On parle bien du même sur Arte. Voilà, vous avez à côté de vous la créatrice. Oui. Et voilà. Et puis, forcément, ce documentaire accable aussi, tant l'histoire se répète, Charlène Villemer. Et oui, les épisodes nous montrent par quel ressort l'antisémitisme instrumentalisé pour des raisons religieuses, politiques ou économiques s'est construit et se recycle à travers le temps. Chaque volet met en valeur un moment de bascule, les premières fois. Premier texte s'élevant contre la haine des Juifs à la suite du massacre d'Alexandrie. Première caricature en 1170 en Allemagne. Et puis après la Shoah, la haine s'exprime à travers l'antisionisme. Et puis la série est ponctuée par l'intervention de Robert Badinter, grand humaniste à qui nous rendions hommage hier. Merci beaucoup Charlène Villemer, vous nous avez bien fait voyager dans les goûts culturels de notre invité à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Une citation d'Oscar Wilde pour poursuivre cette émission qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. C'est cet instant que nous allons tenter de vivre ensemble maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître, Alexandre Pell. Ma première est celle-ci. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le tout début, que changeriez-vous ? Je vais vous faire pleurer. Le suicide de mon père. Ça, si je pouvais le changer, si je pouvais être Superman, je remonterais le temps et je lui dirais qu'on l'aime. Et vous avez rattrapé le temps avec vos enfants, je pense. Oui, la vie d'artiste, j'ai une femme extraordinaire, donc on a vraiment de la chance. Ça fait 28 ans que nous sommes ensemble, donc ça fait 92 vies de chat, voilà à peu près. J'essaye un peu de résumer le truc, mais c'est vrai que effectivement on essaye à travers nos enfants de faire au mieux, et les parents ont fait ce qu'on peut et au mieux de ce qu'on peut. Voilà. Une question alors justement sur ce sujet. Quel conseil vous donneriez à un enfant ou peut-être même les vôtres ? Qu'est-ce que vous leur conseillez pour réussir leur vie ? La même chose que ma mère, c'est-à-dire que vous aimez, vous faites. Je me suis disputé avec mon fils aîné et je lui ai dit « Est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux faire ?» Et il m'a dit « Oui ». Et je lui ai dit « Alors pourquoi tu le fais autant en dilettante ?» Donc voilà, donc je demande à mes enfants que déjà ils approchent de ce qu'ils sont, et c'est très compliqué pour aujourd'hui, mais c'était déjà compliqué pour tous les enfants du monde. Au Moyen-Âge, on appelait ça les petites choses sales, les enfants. Donc ça a toujours été compliqué d'être un enfant, mais c'est pas dur non plus si on est aimé, et je trouve que je demande à mes enfants qu'ils soient au fait et au clair avec leurs envies. Est-ce qu'il y a eu un plus bel âge dans votre vie ? Oh, j'en ai eu plusieurs. Donc j'en ai eu plusieurs. Vous l'avez compris, j'ai pas forcément aimé mon enfance. Les nuls, c'est la caverne d'Ali Baba, le succès de Caméra Café, mais surtout ma famille, ma femme. C'est des âges qui sont formidables, et je refuse de répondre à cette question parce que je refuse de me poser la question. Est-ce qu'il y a eu une erreur dans votre vie, mais que vous avez pu résoudre ? Oh là, je suis pas sûr, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les erreurs que j'ai faites, que je les ai commises, j'ai eu de cesse de les réparer. Voilà, mais je peux pas vous dire jusqu'à où et quand. Est-ce qu'il y a, Alexandre Pell, quelque chose que vous aimeriez faire, mais que vous ne faites pas ?
Oh oui, j'aimerais tellement écrire mes 27 chefs-d'œuvre de films, j'aimerais tellement être idéal, j'aimerais tellement approcher du jeu juste, du fair play. Et effectivement, tous les jours, je me mets des coups de pied au derrière, dans ma tête, pour me bouger un peu. Est-ce qu'il y a une chose que vous avez faite cette année et dont vous pensez, dont vous êtes sûr de vous souvenir toute votre vie ? Je sais, non, parce que en fait, je suis pas tellement là-dedans en fait. Je suis très content quand les choses se sont faites, elles se sont réalisées. Je suis très heureux parce que ça donne du carburant à mes envies et à mon envie de vie. Mais je suis pas à m'attarder. Mais même, je vous dis sincèrement, on a à la maison, moi qui ai écrit H et Caméra Café, on a les DVD collector, trucs muche machin. On les regarde jamais et ils sont dans une cave. Donc c'est vous dire, même demain j'aurai un Oscar ou un machin, je serais très heureux, mais ça finirait peut-être sur un convecteur. Si je vous parle d'amour, alors cela résonne comment ? Ah bah c'est ce qu'il y a de plus beau au monde quoi. Enfin c'est pas, je suis désolé, hein, je vais enfiler les perles et les clichés, mais c'est ce qui fait que vous faites tout par amour. Hein. Parce que voilà, vous rencontrez quelqu'un que vous aimez et tout d'un coup vous vous débarrassez de vos préjugés, de vos clichés, de tout ce que vous pouviez imaginer de ce qu'était le couple ou machin. L'amour, c'est voilà, ça vous fait pas dormir, ça vous fait des nuits de 4 heures et voilà, et tout se met en branle et tout. Je pense qu'une personne qui n'a pas aimé une fois dans sa vie, elle passera à côté de l'essentiel. Si vous pouviez changer une chose, Alexandre Pell, une seule, soit sur votre corps, soit sur votre personnalité, ce serait quoi ? Ce serait mon corps, je l'accepte comme il est, et Dieu sait que je me trouve pas beau, mais le truc c'est que ce serait vraiment un défaut que je peux avoir, qui est que par moment je suis pas assez tenace. C'est-à-dire que j'ai besoin d'idées, j'ai besoin de me nourrir tous les jours. Si je sors pas une vanne par jour, je suis physiquement mal, mon cerveau est mentalement pas bien, mais c'est vrai qu'à côté de ça, je suis pas toujours très tenace sur des projets qui sont un peu longs. Je suis bien meilleur, je suis un sprinter marathonien, mais j'aime bien quand ça va vite aussi. Mais le film, vous allez le faire. Ah, mais le film, je vais le faire, j'ai rendez-vous avec moi-même. Si vous étiez président de la République, quelle serait votre première mesure ? J'interdirais Gérard Lenormand définitivement et je mettrais pour le réarmement démographique, je supprimerais la Marseillaise et je mettrais Vas-y Francky, c'est bon. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé, je relancerai les retraites, je pense qu'on ferait une France plus heureuse, plus aimante, plus accueillante. Donc voilà, je pense qu'avec des comment dirais-je, des idées de telle dimension, je pense qu'on peut aller très très loin et il n'y a aucune raison que nous soyons la 7e ou la 8e puissance mondiale quand on a des idées aussi géniales que les miennes. Je pense avoir la réponse comme nos auditeurs. Alexandre Pell, pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous ? J'en sais rien et j'ai fait de mon mieux et j'ai adoré la vie. Voilà, mais je peux pas vous dire, je m'en fous de passer à la postérité. Vraiment, je m'en fous. Et je vais vous dire, quand je pense que j'ai écrit pour Les Nuls, pour Team Seed, pour Caméra Café, pour Groland, pour H, ça c'est ce que je me dis quand j'ai pas le moral et que j'ai besoin de me rassurer. La meilleure vie, elle est devant. Bon, j'espère que je me pisserai pas dessus dans 25 ans, mais sinon j'espère que la vie, mais je me fous de... Ce qui est important, c'est que mes enfants soient heureux et qu'ils soient heureux et fassent le bonheur et l'amour autour d'eux. Le reste, je m'en fous complètement. Bon, aujourd'hui, on retiendra votre humour et votre amour. Alors, Alexandre Pell. Ça va souvent ensemble. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait
psychologie. Comme toujours, à la fin de cette émission, on a pour habitude, mais on prend de court, Judith Cohen-Solal, de débriefer ces minutes passées ensemble. Et c'est vrai que je tiens à m'excuser parce que nous avons squeezé notre coup de cœur aujourd'hui qui devait être Tom Poisson, mais c'est partie remise pour ce lundi. En attendant, c'est le portrait de Judith. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Alexandre. Bonjour. Je suis ravie de vous écouter d'abord parce que vraiment il y avait de quoi. Alors parfois il y a des invités, peut-être parce qu'ils sont un peu jeunes, peut-être parce qu'ils savent pas très bien le dire. Et qui ne nous donne pas autant de matière à penser, à réfléchir. C'est tout moi, écrire. quoi. Mais invitez-moi tous les jours. Oui, franchement, Radio oui. J, On va allez, vous embaucher bah, tout simplement, oui, Alexandre Appel. Faites-moi un CDI pour commencer. Alors, je ne sais pas, mais si vous vouliez 3 fois ce qu'on vous donnait dans Camara Café pour y aller, je crois qu'ici, ça va peut-être pas le faire. Non, mais je marche à mars à 16h, c'est possible. Ah, c'est vrai. Il y a un côté humain, bénévole, tout ça qui je suis sûre, peut fonctionner. Et je crois que l'intention est plus forte que finalement ces histoires bassement matérielles. Voilà. Donc j'ai beaucoup écrit parce qu'il y a plein de choses que j'avais envie moi aussi de prendre des notes. Super, alors je vous écoute. D'abord parce que je note au passage quand même que vous avez eu la position la plus originale que j'ai entendue concernant Guillaume Meurice. Donc ça vaut la peine de la retenir. Voilà. En même temps de dire que vous le défendez, on va dire ça. Non, je soutiens. Que vous le soutenez. Je soutiens profondément Guillaume Meurice pour cette blague qui est pas une blague pour moi, mais voilà, mais j'ai pas compris la polémique en fait. Voilà, mais en tout cas, je trouve que franchement, dire à la fois que vous soutenez Guillaume Meurice et à la fois que vous trouvez que Israël fait le sale boulot et que ça sert à tout le monde, franchement. Chapeau. Merci parce beaucoup. Que je crois que ça caractérise à peu près tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez le courage d'avoir une position originale, en tout cas qui ne va pas dans le mainstream et c'est un petit peu inattendu et je pense que c'est ce qu'on attend de l'humour. L'humour, c'est quand même le pas de côté. Exactement. Donc c'est important, vous êtes au cœur de ça, c'est aussi la capacité d'autodérision et je trouve que il y a vraiment chez vous le doute et la fragilité qui va avec cette capacité d'autodérision. Parce que si on n'a pas de doute, si on n'a pas de fragilité en soi, ça marche pas. Et on sent chez vous cette fragilité. Bon, à la fin, je me soigne, Judith. Pleurer. Je fais des bras de fer, vous inquiétez pas. Je tire les cheveux à des filles et puis je pars en cavalant. Je me soigne. Faut pas me dire que vous vous soignez à moi parce que Cyril vous a pas dit je suis psychanalyste. Alors là, si vous me dites que vous vous soignez, évidemment. Moi, j'entends autre chose. Donc, allez, je vous écoute. Mais du coup, vous avez dit à un moment donné que voilà, il y avait le suicide de votre père à la fin. Vous avez dit ça. Évidemment, ça crée une sacrée brèche. D'autant plus que vous avez eu aussi tout ce temps d'enfance dont vous dites que c'était vraiment pas sympathique. Malgré tout, malgré qu'on soit en famille, on n'a pas ses parents et un enfant sans ses parents, c'est pas. Vous savez, nous, on pense pas nécessairement que la famille, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique, bien que ça soit tout à fait nécessaire. Comme on dit souvent, il arrive. Le danger vient souvent de l'intérieur. Tout à fait. Toutes les familles sont dysfonctionnelles. Voilà, on fait au mieux de ce qu'on peut faire et on fait pas toujours bien comme on fait pas toujours mal. Mais c'est ça. Donc je trouve que c'est important. J'ai souligné que vous avez une forte, la sincérité. Vous avez dit que la sincérité c'était très important. Sinon, on est en décalage avec soi-même et que ça se traduit dans le jeu quand vous faites de la comédie et quand vous voulez transmettre quelque chose à des gens. Et alors, je pense que ça c'est tellement vrai. Cette question de la sincérité est au cœur de ce qu'on peut vraiment produire, transmettre, créer. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que non, c'est le faire semblant, c'est s'ils vont imiter un tel ou l'autre. Absolument. Et qui ont envie d'être parfaits, qui pensent qu'en fait il faut avoir une image parfaite pour pouvoir réussir. Et non, et bien sûr que non. En fait, c'est ceux qui savent donner d'eux-mêmes. Et vraiment, vous nous avez montré combien vous savez donner de vous-même. D'ailleurs, vous dispensez des conseils et des paroles avec générosité. Vous avez envie de partager. Moi, j'avais une petite question. Alors, je voulais savoir combien vous aviez d'enfants. Alors, parce que vous avez pas. J'en ai 2. J'ai 2 garçons. Voilà. Des garçons. 2 gars. Voilà, et 2 gars. Et 2 gars. Qui vont au pestac. Moi, j'aime bien en fait tout ça. Et finalement, c'est pas facile ce que vous faites, parce que vous avez dit que vous avez dit ton fils aîné. Alors pourquoi tu le fais en dilettante si c'est ça que tu veux faire? Et il faut qu'il soit au clair avec leur envie. Moi, j'ai souri quand même à ce moment-là, parce que c'est quand même la chose la plus compliquée d'être au clair avec ses envies. Mais vous avez toutes. Mais surtout c'est un moment, c'est-à-dire comment on fait pour secouer nos enfants pour qu'ils comprennent. Moi, je pense que vraiment, c'est ce que j'ai dit à ma femme quand on a eu notre premier enfant. J'ai dit, j'en ai marre d'être le magnétophone de mon
père, j'ai l'impression d'écouter et d'entendre et de répéter ce que disait mon papa avec quand il me parlait qu'il était petit et que j'étais petit. D'autant que je me permets de vous dire que quand vous avez parlé de vous à un moment donné, Alexandre Pell, vous avez dit moi j'aimerais parfois aller plus loin encore, parfois je suis justement un peu en dilettante. Eh bien, Judith me contredira pas. Je pense que nous ne sommes la somme surtout de nos contraires, et que malheureusement ce qu'on reproche, c'est très juste, ce qu'on reproche toujours aux autres, c'est ce qu'on n'arrive pas à se reprocher soi. C'est vrai qu'on projette nos failles, c'est-à-dire que ce qui nous dérange le plus chez l'autre, en général, c'est ce qui fait écho aux failles qu'on a en soi. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça nous énerve terriblement et qu'on dit à l'autre tout ce qu'on voudrait se dire à soi-même. Exactement. Et vous avez dit d'ailleurs, oui, alors il faut donner un coup de pied au cul, donc je vous vois bien en train de vous donner un coup de pied au cul. D'ailleurs, vous avez dit vous-même que parfois vous n'étiez pas assez tenace, donc j'entends ça, mais voilà, il y a cette envie de transmettre, il y a votre sœur, moi c'est un truc, il y a votre sœur jumelle, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie, votre sœur jumelle. Je le dirai pas à l'antenne, mais voilà, elle travaille dans un groupe audiovisuel et donc voilà, et c'est surtout, je pense que d'être jumeaux, c'est pas le même rapport au monde. Et je pense vraiment sincèrement que c'est pas le même rapport, et que moi par exemple, je dis très souvent, je dis pas je dis on. On est allé à la boulangerie. Pourquoi on? Alors, je suis un peu schizophrénique, certes, mais c'est pas que ma schizophrénie qui peut. Non, c'est vrai, vous avez raison. On est deux dès le début. Exactement. Avant même le début, on est deux à se créer, on est deux à sortir du ventre de sa mère. Alors, bien sûr, d'ailleurs, vous avez dit j'ai une sœur jumelle, donc j'ai commencé tout de suite collectif. j'ai joué tout de suite collectif. Voilà. Donc, je comprends ça, mais du coup, elle fait pas comme vous. Elle fait. Donc, non, mais elle travaille dans les médias, et voilà. Ça reste quand même dans le même secteur. On est dans le même secteur, on est d'accord. Alors, mais tout ce que vous avez dit, c'était tellement intéressant et plein de matière. Merci, et notamment beaucoup. Le fait que quand vous faites toutes les erreurs que vous avez faites, vous n'avez eu de cesse de les réparer. J'ai bien aimé ça. Et vous m'avez fait penser là tout de suite, parce que vous avez fait un petit lapsus, vous avez dit quand mon père était petit, enfin Absolument. Quand j'étais petit. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Quand votre père était petit, j'entends que vous dites que les enfants, comme disait Korchak, les enfants, on a tort de croire qu'il faut se pencher pour leur parler. Au contraire, il faut leur parler sur la pointe des pieds, parce qu'on les regarde d'en bas. Quelque part, l'enfant nous apprend aussi beaucoup de choses. Alors ça, je vous dirais que c'est comme ça, peut-être en écoutant ce qu'ils ont à dire, en les laissant faire leur chemin. Parce que vous me dites comment on fait pour dire aux enfants. On leur dit pas, hein. On les laisse faire. On se démerde, et puis, d'une certaine manière, ils ont de quoi vous écouter. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur la question de la postérité et le fait que tout ça reste dans des DVD. Moi, ça me fait d'ailleurs, ça me rend bien triste, parce que je me dis, finalement, en plus, personne n'a de lecteur DVD de nos jours. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Écoutez, merci pour ce moment très intéressant, plein d'humour et plein de sagesse et de philosophie. Et merci à vous, Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est Taylor Swift. Merci beaucoup, Alexandre. Mais c'est moi qui vous remercie. On veut entendre ce que vous avez dit à Judith, les auditeurs sont jaloux. J'ai dit à Judith que je voulais mon selfie avec Judith, car pour moi c'est Taylor Swift. Donc il n'y a aucune raison. Je suis avec Madonna, donc il n'y a aucune raison que je me prive. Je ne vais pas enlever le haut ni le bas. Je pense qu'on va mettre cette photo sur Instagram. Merci Alexandre Pell, vous êtes venu nous voir pour la pièce d'Eugène Labiche, le plus heureux des trois, au Théâtre Edgar. On vient vous voir, on cherche les jours où venir, le 19h, à 19h notamment, certains jours. Exact. Enfin, une semaine 19h, l'autre semaine 21h. Donc c'est avant l'happy hour. Ou après avoir mangé. Exactement. Merci pour cet échange, merci beaucoup. Pardon à Tom Poisson, notre coup de cœur du jour, que nous aurons lundi pour son album Jean-Michel. Il sera en concert au Café de la Danse, on en parlera. À la réalisation audio et vidéo, Philippe Sinclair et Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous lundi dès 15h avec le journaliste Thomas Mizraki. À lundi, belle journée à tous sur Radio J.